Bienvenue sur Africa 24 dans cette nouvelle édition du QG News. Voici les titres de l'actualité. Le président de la transition tchadienne, Mahamat Idriss Déby, est arrivé à Paris ce mardi 17 octobre pour une visite de travail de quelques jours. Il a été reçu par son homologue français Emmanuel Macron ce mercredi 18 octobre. Ils ont abordé de nombreux dossiers, notamment les crises régionales, le retrait des forces françaises du Niger ainsi que la situation politique dans le pays. Le Cameroun est le 5e pays africain le plus transparent en matière de dépenses fiscales et ceci grâce à l'amélioration de la gestion de son budget, des efforts de transparence fiscale qui ont produit d'excellents résultats. Une consécration pour le Maroc, le Royaume va abriter la Coupe du monde de football en 2030, un rêve devenu réalité pour le pays qui avait déjà candidaté 5 fois auparavant. Mais tout d'abord, le président de la transition tchadienne, Mahamat Idriss Déby, a été reçu par son homologue français Emmanuel Macron ce mercredi 18 octobre à l'Élysée. Les chefs de l'État tchadien est en France pour une visite de travail de quelques jours. Une visite qui intervient dans un contexte de tension régionale, mais aussi au moment où l'opposant Succès Masra en exil a reporté son retour au pays. Il voulait assister à l'anniversaire du Jeu du Noir, où une répression sanglante d'une manifestation contre la prolongation de la transition avait fait plus de 70 morts selon les autorités et 200 selon l'opposition et des ONG. Les deux chefs d'État, lors de leur rencontre, ont évoqué la question de la coopération sécuritaire et militaire. Le retrait des forces françaises du Niger était au cœur des discussions. À noter que le Tchad est le dernier allié de Paris au Sahel pour la lutte contre le terrorisme dans cette zone. Au Nigeria, le Conseil exécutif fédéral a approuvé ce lundi 16 octobre un budget de 34 milliards de dollars pour l'année 2024. L'annonce a été faite par le ministre du Budget et de la Planification nationale, Atiku Bagudu, qui affirme que ce plan budgétaire devrait générer une croissance de 3,76% en 2024. Un sujet d'Aïcha Mouizame. Lors de la réunion du Conseil présidée par le chef d'État nigérien Bola Tinubu à Abuja, le ministre du Budget et de la Planification, Atiku Bagudu, a dévoilé le plan budgétaire pour l'année 2024, s'élevant à 26 000 milliards de naira, soit près d'un cinquième de plus que le budget de 2023. Il est axé sur des secteurs prioritaires, notamment les énergies, les infrastructures, la santé et l'éducation. Selon le ministre, ce plan de dépenses permettrait une croissance de 3,76% pour l'année 2024. Aggregate expenditure is estimated at 26.01 trillion naira for the 20. Les dépenses globales sont estimées à 26 000 milliards de naira pour le budget 2024 qui comprend les transferts statutaires de 1 300 milliards de naira, les dépenses récurrentes hors dette de 10 260 milliards de naira, un service de la dette estimé à 8 250 milliards de naira ainsi que 7 780 milliards de naira étant prévus pour les coûts du personnel et des retraites. Provided for personnel and pension costs. En outre, le budget de 2024 suppose un taux de change moyen de 700 naira pour 1 dollar, ce qui est inférieur aux 1048 naira négociés sur le marché parallèle. Pour y arriver, le gouvernement reste optimiste quant au fait que son engagement auprès des investisseurs se traduira par une augmentation des entrées de devises et donc d'une monnaie locale plus forte. Toujours dans le cadre du plan de dépenses de 2024, le Nigeria se donne pour objectif de produire 1,7 million de barils de pétrole par jour, ce qui représente une augmentation de 31% par rapport aux attentes de production actuelles. Le comité veillera au maintien du précédent établi, consistant à garantir le respect de la loi sur l'exercice financier par l'adoption du budget au plus tard le 31 décembre de chaque exercice financier. Cette évolution rendra sans aucun doute l'exécution du budget de janvier en décembre opérationnelle et réalisable.
Le gouvernement fédéral prévoit également un taux d'inflation de 21% en 2024 contre un taux de 26,72% actuellement, son plus haut niveau depuis 20 ans. C'est historique, les archives de la répression de 1945 à 1971 ont été déclassifiées par la France. Une violente répression qualifiée de guerre par certains chercheurs. Plusieurs dizaines de milliers de militants, dont le leader indépendantiste camerounais Robben Ngoubé, ont été massacrés d'abord par l'armée française, puis après l'indépendance par l'armée camerounaise du régime d'Amadou Ahidjo. Le président français et son homologue camerounais Paul Biya s'étaient engagés en 2022 à déclassifier ces archives demeurées secrètes portant sur cette répression. Cette déclassification permettra de faire la lumière sur un pan d'histoire sanglante, longtemps tue et méconnue. 3 chercheurs, 2 Camerounais et un Français, doivent, après un travail de dépouillement, rendre un rapport en décembre 2024. Le dernier rapport de l'indice mondial de transparence des dépenses fiscales classe le Cameroun, le 5e pays africain dans le monde le plus transparent en matière de dépenses fiscales. Ce classement a été possible grâce aux réformes mises en place par les autorités camerounaises en matière d'amélioration de la gestion budgétaire. Le pays qui ambitionne d'atteindre les objectifs d'émergence à l'horizon 2035. Midre Diamou. Le Cameroun connaît une avancée dans la transparence fiscale. Un nouveau rapport de l'indice mondial de transparence des dépenses fiscales classe la première puissance économique d'Afrique centrale comme le 5e pays africain et le 25e dans le monde le plus transparent en matière de dépenses fiscales. C'est le fruit des réformes initiées par le gouvernement pour améliorer la gestion budgétaire dans le pays, à travers notamment le programme d'appui à la modernisation des finances publiques. Le Cameroun fait partie des 6 États de la CEMAC qui a admis et internalisé dans le corpus de ces textes légalo-réglementaires ce qu'on a appelé les 6 directives pour le cadre harmonisé de la gestion des finances publiques. Le Cameroun étant rentré sous programme d'ajustement structurel avec notamment le Fonds monétaire international, il a entrepris également des réformes dans le secteur des finances publiques. Ces réformes ont fini par augmenter la taille de la population fiscale. Le rapport rendu public le 9 octobre 2023 révèle que ce classement du Cameroun s'explique par un score de 57 sur 100 obtenu pour la mise en place d'un cadre institutionnel garantissant transparence et responsabilité, les données sur les recettes fiscales perdues et leurs évaluations, la qualité des informations relatives à la méthodologie des rapports, la mise à disposition publique des rapports fiscaux et la précision des informations sur les entreprises cibles. Le Cameroun a pratiquement dématérialisé toutes les procédures qui ont trait à l'argent qui doit aller dans les finances publiques. Il y a un guichet unique dématérialisé qui existe. Il y a beaucoup de pays qui n'ont pas entrepris les réformes que le Cameroun a eu engagées courageusement depuis ces 7-8 dernières années dans le domaine de la bonne gouvernance et de la gestion des finances publiques. Précisons que la dépense fiscale du Cameroun s'est établie à 439,6 milliards de francs CFA en 2021, ce qui représente 1,7% du produit intérieur brut et une baisse de 12,7 milliards de francs CFA comparé à 2020. En Afrique, le Cameroun est devancé par le Bénin, le Niger, la Tunisie et le Maroc. Dans la zone CEMAC, le Cameroun arrive en tête devant le Gabon, la République centrafricaine, le Tchad, le Congo et la Guinée équatoriale. L'atelier régional de formation des formateurs sur l'agenda jeunesse, paix et sécurité, initié par le Fonds des Nations Unies pour la population, se tient du 16 au 19 octobre à Yaoundé, au Cameroun. Durant 3 jours, plus de 30 représentants de 11 pays d'Afrique de l'Ouest et centrale vont acquérir les outils nécessaires pour l'élaboration, la mise en œuvre et le suivi des plans d'action nationaux sur la promotion de la paix sur le continent. Joël Mbalo. Renforcer les capacités des jeunes dans la promotion de la paix et de la sécurité, tel est l'objectif de l'atelier régional de formation des formateurs sur l'agenda jeunesse, paix et sécurité, initié par le Fonds des Nations Unies pour la population, qui se tient du 16 au 19 octobre 2023 à Yaoundé au Cameroun, soutenu par le ministère camerounais de la jeunesse. Cette rencontre, qui s'appuie sur la résolution 2250 des Nations Unies, va donner aux intervenants les outils nécessaires pour l'élaboration, la mise en œuvre et le suivi des plans d'action nationaux de l'agenda jeunesse, paix et sécurité.
Cameroun, comme dans beaucoup d'autres pays en Afrique, on a un nombre de jeunes qui est très important démographiquement. Et on a des problèmes de chômage, des problèmes de cohésion sociale qu'il faut adresser et travailler pour cette consolidation de la paix qui vous permettra d'atteindre l'agenda 2030 avec une cohésion sociale, une contribution de la jeunesse au développement du pays. Au cours des 5 dernières années, le terrorisme, l'extrémisme violent et autres conflits sur le continent sont à l'origine du déplacement de plus de 40 millions de personnes, selon le Conseil de sécurité des Nations Unies. Face à ces fléaux, les gouvernements ont mis en place des politiques nationales qui visent la promotion de la paix, la cohésion sociale et le vivre ensemble. Cet atelier a été développé pour renforcer la capacité des jeunes et aussi des partenaires de développement qui travaillent avec les jeunes pour promouvoir la paix. Pour les représentants nationaux, prendre connaissance des avancées faites dans la promotion de la paix dans les pays voisins permettra à long terme de vérifier et garantir l'efficacité des mécanismes nationaux mis en place. En Centrafrique, la Direction générale de la jeunesse se félicite des campagnes de sensibilisation menées en 2022 qui ont permis d'édifier la jeunesse sur les défis liés à la paix et à la sécurité. Depuis l'année passée, nous avons formé nos jeunes en ce qui concerne surtout ceux du comité local de la paix. Ces jeunes-là font vraiment un travail formidable au niveau pays. Et nous-mêmes, là, nous organisons aussi des campagnes de sensibilisation sur la paix et la cohésion sociale. Le maintien de la paix n'est pas une simple option, c'est un impératif. Aussi, pour 200 millions de jeunes d'Afrique de l'Ouest, soit 64% de l'ensemble de la population, il est nécessaire de contribuer à l'essor de la région en apportant leur créativité et leur plein potentiel. Au Kenya, la promotion de l'éducation scolaire en milieu jeune est une priorité gouvernementale. Les autorités souhaitent améliorer le domaine éducatif dans les écoles secondaires publiques des terres arides et semi-arides. L'objectif est de réduire les abandons scolaires qui s'élèvent à 17 millions en 2020 à cause de la pandémie de la Covid-19. Catherine Gombey. 17 millions. C'est le nombre d'enfants des régions arides qui ont abandonné le chemin de l'école pendant plus de 6 mois en 2020 après l'interruption de l'apprentissage du fait de la pandémie de Covid-19. Depuis, le gouvernement kényan a entrepris des démarches pour réduire le nombre d'abandons scolaires dans les régions arides et semi-arides de son territoire. Ainsi, le gouvernement kényan a alloué un budget de 6 milliards de shillings à l'éducation pour l'exercice 2023-2024, ce qui représente 27,4% des dépenses nationales prévues. Ainsi, des réformes telles que le plan d'études axé sur les compétences et la transition à 100% de l'école primaire à l'école secondaire ont été mises sur pied à partir de septembre 2022. We must, to the extent possible, nous devons, dans la mesure du possible, rendre l'éducation plus accessible aux moins favorisés. À partir du moment où vous éloignez les écoles des enfants, vous la rendez plus chère et vous travaillez contre la transition. Yeah? And you are already working against the transition. Avant la pandémie de Covid-19, le taux de scolarisation dans l'enseignement primaire était de 93% à l'échelle nationale et de 53% au niveau secondaire. Une étude réalisée en 2021 par l'Initiative mondiale pour les enfants non scolarisés a révélé que plus de 2 millions d'enfants âgés de 4 à 17 ans n'ont pas été scolarisés depuis le 3e trimestre 2021. Le comté de Mandera a enregistré le plus grand nombre d'abandons scolaires, soit 295 470 enfants âgés de 4 à 17 ans. To provide for this 100% transition, every primary school should have a secondary school. Pour assurer cette transition sur 100%, toutes les écoles primaires doivent avoir un lycée. Ce sera difficile, mais c'est là que nous allons. Sinon, pourquoi n'avons-nous qu'un lycée pour autant d'écoles primaires? Ils préfèrent abandonner. Some numbers fell off. You know? Some numbers fell off. Selon une enquête réalisée par Save the Children en juin 2022 sur l'impact de la sécheresse dans 17 comtés, une baisse significative des inscriptions est observée dans tous les comtés avec une moyenne de 52% des écoles touchées à tous les niveaux. D'autres raisons de l'abandon scolaire sont le manque d'enseignants, la vétusté des infrastructures, les conflits liés aux ressources en eau et les urgences climatiques. Autant de facteurs sur lesquels le gouvernement se penchera pour atteindre son objectif scolarisation 100% d'ici à 2030. Après 5 tentatives échouées, le Maroc va organiser la Coupe du monde de football en 2030. Cette 6e candidature sonne comme une consécration pour le royaume qui va abriter ce rendez-vous mondial footballistique. Le point avec José Douglas.
Le royaume chérifien fut le premier pays africain à poser sa candidature pour l'organisation d'une Coupe du Monde. En 1994, cette candidature marocaine était confrontée à celle du Brésil et des États-Unis, et c'est finalement les États-Unis qui avaient été désignés. Le royaume n'abdiquait pas et posait une deuxième candidature pour le mondial 1998, et c'est la France qui l'emportait. En 2006, le Maroc rate encore l'occasion et est battu par l'Allemagne 12-2. En 2010, c'est l'Afrique du Sud qui était désignée pour abriter le tournoi planétaire. 5e tentative en 2026, mais ce sont les États-Unis, Mexique et Canada qui l'emportaient avec 134 voix contre 65 pour le Maroc. Et enfin, la nouvelle candidature commune avec l'Espagne et le Portugal s'avérait la bonne pour le Maroc le 4 octobre 2023. Mais aussi pour toute l'Afrique qui va pouvoir montrer une nouvelle fois, comme l'a fait l'Afrique du Sud, qu'elle est capable d'organiser une grande compétition, la plus grande compétition de football qui soit, en respectant tous les standings mondiaux en termes d'hébergement, en termes de transport, en termes d'installation footballistique, en termes de camps d'entraînement. Une nouvelle qui tombait à pic pour le pays, fortement frappé dans la nuit du vendredi 8 au samedi 9 septembre 2023 par un puissant séisme qui a ravagé l'ouest du Maroc et avait fait plusieurs victimes et semé la panique à Marrakech et dans d'autres villes. Malgré les critiques de l'ancien président de la FIFA, Sepp Blatter, les Africains de leur ensemble s'apprêtent à vivre un moment exceptionnel dans l'histoire de la Coupe du Monde. Et c'est pas du hasard. On rappelle quand même que le Maroc, c'est pas un travail qui date d'hier, c'est un travail de longue haleine. C'est un travail. Le Maroc a échoué de nombreuses fois à l'organisation de cette Coupe du Monde-là. Pour Gianni Infantino, le président de la FIFA, en 2030, nous aurons une empreinte mondiale unique. 3 continents, Afrique, Europe et Amérique du Sud. 6 pays, Argentine, Maroc, Paraguay, Portugal, Espagne et Uruguay, vont accueillir le beau jeu. Car il faut rappeler que la première édition a eu lieu en 1930 en Uruguay. La FIFA a décidé que 3 matchs auront lieu dans des villes d'Amérique du Sud, et notamment Asunción au Paraguay, Buenos Aires en Argentine et Montevideo en Uruguay. Ce journal a été réalisé par l'ensemble de la rédaction. Merci pour votre fidélité. Dans un instant, une nouvelle édition de l'information sur Africa 24.